Bienvenue dans l'événement du dimanche. LCI, ravi de vous retrouver. Une émission encore largement dédiée aux événements au Proche-Orient, de cette guerre déclarée entre le Hamas et Israël. Notre grand témoin ce dimanche, Bernard-Henri Lévy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Écrivain, philosophe, cinéaste également. Votre prochain documentaire, on aura sans doute l'occasion d'en parler ensemble, L'Ukraine au cœur, qui sera diffusé le 14 novembre prochain sur France 2. À mes côtés ce dimanche pour cette heure d'entretien, Nicolas Doménac, bonjour, et François Clémenceau. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais donc, Israël a annoncé intensifier ses opérations militaires au nord de la bande de Gaza. Une guerre longue et difficile, a prévenu le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Vaincre le Hamas, dit-il, constitue un défi existentiel pour Israël. La deuxième phase des opérations a véritablement commencé depuis 48 heures. Bernard-Henri Lévy. Je n'en sais pas plus que vous, mais j'ai l'impression, oui, bien sûr, que début d'opération terrestre et intensification, sûrement, oui. Il était temps, selon vous, parce que cette contre-offensive, on a parlé d'incursion, cela a pris du temps. On est dans une autre phase opérationnelle, là, très clairement, du côté des Israéliens. Ça a pris du temps. C'était normal que ça prenne du temps. D'abord parce qu'une opération comme celle-là ne s'improvise pas, parce que contrairement à ce que j'entends dire souvent sur les plateaux, c'est pas la loi du talion, c'est pas la vengeance, c'est pas l'État d'Israël qui... On y reviendra, en effet. Oui. Et puis ça prend du temps aussi pour faire le maximum pour épargner les vies civiles. Je vous rappelle que l'armée israélienne, il y a maintenant 17 ou 18 jours, a lancé un appel, et puis encore un appel, et puis des appels répétés aux populations civiles du Nord, en leur demandant d'évacuer. Donc c'est une des raisons pour lesquelles cette opération, cette deuxième phase, a duré si longtemps. C'est parce qu'il faut le temps, en effet, aux populations du nord de Gaza de se déplacer vers les zones sûres, les zones sud qui sont plus sûres, sinon sûres. Sur cet appel, justement, François, on a du mal à comprendre, Bernard-Henri Lévy, l'objectif d'Israël. Ils disent décapiter le Hamas. Ça veut dire quoi? Décapiter tout le Hamas, c'est-à-dire sa branche politique qui gouvernait de fait la bande de Gaza depuis 2006, décapiter évidemment, probablement, sans doute, l'aile militaire du Hamas, ou est-ce que pour vous, ça ne fait qu'un seul et même ensemble et qu'il ne doit plus subsister qui que ce soit ou quoi que ce soit de cette organisation à l'issue de cette opération? Ce qui est sûr, c'est que cette différence entre la branche politique et la branche militaire est spécieuse. Quiconque connaît un peu la région, connaît un peu le Hamas, connaît un peu tous ces groupes djihadistes, que ça soit autrefois Al-Qaïda, et encore, que ça soit Daesh ou que ça soit le Hamas, c'est bien que cette opposition-là, elle n'existe pas. Les chefs politiques étaient parfaitement informés, tous les services de renseignement sérieux le savent, du pogrom du 7 octobre. L'un était à Doha, l'autre était à Istanbul, devant leur poste de télévision, au spectacle, et ils attendaient, ils savaient ce qui allait se passer, et ils l'attendaient. Donc il n'y a pas de différence entre les deux branches. Éradiquer le Hamas, pour vous, ça veut dire le remplacer par quoi? Parce que pour l'instant, apparemment, les Américains également ont posé cette question, pas seulement lors du voyage de Joe Biden sur place, mais également depuis, sur et après. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous mettez quoi? L'autorité palestinienne? Rien du tout? Israël? Les Nations Unies comme forme de tutelle transitoire? Qu'est-ce qui se passe après? Mais vous mettez quoi? Vous, c'est qui? C'est sûrement pas moi. Attendez, ni vous. C'est la question que posent les Américains à Israël. Vous, Israël, vous mettez qui? C'est pas le problème d'Israël. C'est un peu le problème d'Israël. Mais c'est le problème des Gazaouis. Savoir qui ils mettront, eux. C'est le problème de la région. C'est le problème de l'Égypte. C'est le problème des pays arabes. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Parce qu'il y a là, tout de même, une hypocrisie incroyable. Tous ces pays de la région détestent le Hamas. Ouais. Ils sont peut-être plus encore qu'Israël et depuis plus longtemps décidés à l'éradiquer. Alors qu'ils disent, eux, publiquement, que l'Égypte dise ce qu'elle souhaite pour cette bande de Gaza qui, en vérité, était historiquement sous sa domination. Ils ont porté quand même au pouvoir en 2007 par des élections, 2006 par des élections législatives organisées, oui, que l'on dit démocratiquement, mais...
elles étaient à peu près régulières, elles ont amené le Hamas au pouvoir, s'en étant a suivi une guerre civile très sanglante entre le Hamas et l'OLP, et ils sont au pouvoir. Alors, bien sûr que la question se pose de ce qu'on met après. Moi, si j'avais voix au chapitre, je dirais en effet une force internationale. Elle peut être régionale, pan-arabe, elle peut être plus internationale, elle peut être sous autorité ou sous parapluie de l'ONU. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Israël, pour les Gazaouis et pour la région, le Hamas, ça suffit. C'est une organisation qui a créé trop de morts, trop de malheurs. En Israël, bien sûr, le 7 octobre, mais bien avant. Revenons sur les propos du Premier ministre Benyamin Netanyahou avec vous, Nicolas, qui a parlé de guerre de civilisation. Mais jusqu'à quel point il faut le suivre? Parce que là, si on le suit vraiment, on a l'impression qu'on arrive à une confrontation entre l'Occident démocratique, d'une certaine façon, et le reste du monde, quoi. C'est une globalisation qui est hyper dangereuse, non? Mais oui, mais surtout, moi, je ne partage pas ce point de vue. Moi, je pense que s'il y a guerre de civilisation, ce n'est pas entre l'Occident et le reste du monde. C'est entre les dictatures et les démocraties. Et il y a des démocrates en Égypte, il y a des démocrates en Jordanie, il y a des démocrates chez les Palestiniens, il y a des gens qui aspirent à la paix en Palestine. Donc la vraie guerre, elle est entre tous ceux qui aspirent à la démocratie, Israël, qui est une grande démocratie, les pays voisins, les pays, en effet, occidentaux, et puis tous ceux qui haïssent la démocratie, haïssent les valeurs libérales, haïssent tout ce que représente de bon et de beau l'Europe ou les États-Unis. C'est ça l'affrontement. C'est pas l'Ouest contre le reste. D'abord, à l'Ouest, il y a des gens qui ne sont pas des démocrates. En Amérique, il y a des gens qui ne sont pas démocrates. Mais en France, il y a une extrême droite et une extrême gauche dont je ne suis pas sûr qu'elles soient démocrates. Donc, ça ne veut rien dire de présenter les choses comme des affrontements entre des blocs. Oui, en revanche, dire démocrate contre partisans de la dictature, ça a un sens. Mais se réclamer de la démocratie, est-ce que c'est pas aussi contenir les frappes contre les civils, d'une certaine façon? Est-ce que, au fond, il n'y a pas une logique là? Contenir les frappes contre les civils, évidemment que c'est très important. Évidemment que le sort des civils est un élément fondamental dans cette histoire. Mais je vous signale que c'est ce qu'essaie de faire Israël. Lorsqu'Israël, encore une fois, adjure les Palestiniens du Nord de se déplacer vers le Sud. Et dans son allocution, je permets de vous interrompre, il la rappelait en disant « Les opérations sont menées de manière responsable », dit-il, en appelant les civils à Gaza à continuer à évacuer vers le Sud. Voilà. Est-ce que vous comprenez malgré tout que ces appels à la responsabilité, quand on voit ce qui est en train de se passer en ce moment à Gaza, sont difficilement entendables de notre point de vue ici, nous qui recevons d'ailleurs difficilement les images parce que la communication est très compliquée. Attendez, moi, je reçois difficilement les images comme vous. Elles m'empêchent de dormir, ces images. Mais ce qui me semble plus difficile à entendre, c'est la position du Hamas qui, quand les gens du Nord essaient d'évacuer vers le Sud, met des checkpoints et les empêche de passer, et leur demande de rester, et leur demande de jouer jusqu'au bout leur rôle de bon bouclier humain. Moi, ce que j'ai le plus de mal à entendre, c'est la stratégie, non seulement du bouclier humain, mais du bain de sang. Le Hamas, aujourd'hui, a une stratégie du bain de sang. Plus il y aura de sang, plus il y aura de victimes civiles, plus le Hamas aura le sentiment de prendre en otage la population mondiale et l'opinion. Ça me semble difficile à entendre. Ça me paraît vraiment dégueulasse, vraiment infâme. En revanche, lancer un appel aux civils en leur disant « Vous avez quelques jours pour bouger provisoirement ». Attendez, il n'y a pas beaucoup d'armées dans le monde qui font ça, qui préviennent 8 jours avant qu'on va frapper et qu'il faut se mettre à l'abri. Oui, dans ce qui est Gaza, prison à ciel ouvert, où il est particulièrement difficile de se déplacer, où les gens sont le plus démonis possible. On le voit bien, la situation humanitaire, et on y reviendra longuement. Le Hamas qui annonce ce matin plus de 8000 victimes gazaouis, population civile, des militaires également. Tout de suite, je vous propose l'image de Clémenceau.
Alors là, vous voyez, Bernard-Henri Lévy, on va revenir sur cette tragédie humanitaire, mais vous voyez sur cette première image, et vous connaissez bien les lieux, vous êtes ici à Dniepro, et on est au début janvier 2023. C'est des résidences, des quartiers résidentiels, vivent des civils bombardés par l'armée russe de façon parfois indiscriminée. Et puis vous avez cette deuxième image, beaucoup plus récente évidemment. Là nous sommes dans le camp de Jabalia à Gaza et on a l'impression de voir exactement les mêmes déchirures, les mêmes éventrures avec ces immeubles d'habitation civile qui sont bombardés. Entre le 22 février 2022, c'est 24 février 2022, la date du début des opérations russes en Ukraine, et le 18 mars, 3 semaines, il y a eu 847 morts civils. Entre le 7 octobre 2023 et le 29 octobre, aujourd'hui, il y a donc, selon les autorités du Hamas, plus de 8000 Palestiniens, civils et militaires, ou civils et membres des organisations paramilitaires du Hamas, 8000 civils tués. Vous avez publié dans Le Figaro cette semaine et en anglais dans le magazine The Tablet avec Boris Johnson un texte très fort qui dit, en gros, l'Ukraine et Israël luttent pour la démocratie. Mais quand on se met à la place des civils de Dniepro et des civils de Gaza, est-ce que ce langage-là a encore un sens à partir du moment où votre vie n'est faite que de mort? Autour de vous, il n'y a pas une famille qui est épargnée et vous subissez quelque chose sur lequel vous n'avez absolument aucune prise. D'un point de vue humanitaire, est-ce que ces images-là, pour vous, elles font sens, de pouvoir les coller l'une à côté de l'autre? Non, non, ça ne fait pas sens et ça, c'est le piège des images, pour des raisons très simples. Les gens de Dnipro, à Dnipro en tout cas, il n'y avait pas une organisation terroriste dans les sous-sols qui venait quelques jours avant ce bombardement d'organiser un pogrom en Russie. Ils venaient pas de mutiler, décapiter, brûler vifs, découper en rondelles des bébés, violer des femmes. Les victimes de Dnipro, il n'y avait pas ça quelques jours avant. Ça, c'est la première grande différence. Mmh. Et la deuxième grande différence, c'est qu'en effet, l'Ukraine et Israël sont des démocraties et que le Hamas et la Russie, d'ailleurs alliés là aussi, alliés dans cette nouvelle guerre entre Israël et Gaza, Israël et l'Ukraine sont des démocraties. Le Hamas et la Russie font partie d'une internationale du pire ou de la terreur ou des nouvelles dictatures. Donc c'est pour ça que ces deux images, évidemment qu'on peut créer de l'émotion avec ça. Et moi-même, quand je les vois côte à côte, évidemment qu'il y a quelque chose en moi qui s'émeut. Mais je sais en même temps que c'est trompeur, c'est un piège. Pour vous, c'est tomber dans le piège des images de ne finalement s'arrêter qu'à ce comparatif-là? Et bien sûr, les images, elles ont un contexte, elles ont un sens. Il ne suffit pas de les regarder. Je vous répète, lorsque la Russie a bombardé Dnipro, c'était pour rien. C'est Dnipro en Ukraine. C'était une guerre gratuite, c'était une guerre insensée, c'était une guerre sans aucune responsabilité de la part des Ukrainiens. C'était un bombardement contre les civils, indifférenciés, voire même ciblés comme tels. Lorsqu'Israël décide d'en finir avec le Hamas, c'est pas un beau matin, c'est après ce massacre horrible, sans précédent, depuis la Shoah pour les Juifs et même au-delà pour les populations civiles en général. Cette attaque contre des kibboutz pacifiques et pacifistes. Vous êtes rendu dans celui de Kfar Aza, notamment. Oui, je me suis rendu et j'étais sans doute un des premiers à entrer au kibboutz de Kfar Aza. C'est probablement l'un des lieux en Israël où le camp de la paix, ou le camp de l'ouverture à l'autre, ou le camp de la main tendue aux Palestiniens et aux Arabes était le plus vivant. C'est ça qui déclenche, en effet, les frappes voulues par Israël aujourd'hui. Donc c'est pas la même chose, c'est le contraire que
de ce que vous montrez là, Dipro. Mais vous admettez, en 2 mots, que les Européens, les partenaires d'Israël, disent, comme ils le font avec la Russie, le droit international humanitaire, même quand on a, j'allais dire, la bonne raison avec soi, on doit l'appliquer. Mais je suis d'accord, bien sûr, mais c'est ce que dit aussi, vous ne l'entendez pas, mais c'est ce que dit Israël. Je ne suis pas l'avocat d'Israël, mais enfin, j'essaie d'être objectif. Israël s'oblige à respecter le droit humanitaire. Israël fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les victimes civiles soient le moins nombreuses possible. Encore une fois, Israël lance des tracts, téléphone, envoie des messages de toutes sortes aux Gazaouis en leur disant « Ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans. Partez, fuyez ». Donc, le droit humanitaire, il est dans la tête et dans les cœurs des Israéliens autant que dans la tête et les cœurs des téléspectateurs bien tranquilles de New York, de Paris ou de Berlin. Je me permets juste, j'entends et on entend vos propos, juste quand on le voit, les images qui nous parviennent, pardonnez-moi, je me répète peut-être, mais que c'est difficilement entendable de dire qu'aujourd'hui Israël respecte le droit humanitaire dans cette bande de Gaza. Il y a quand même une situation tragique sur place aujourd'hui. Mais bien sûr que c'est tragique. Évidemment que chaque enfant qui fuit, chaque enfant mort, déchiqueté, évidemment c'est une tragédie. Et moi je suis de ceux, je l'ai dit 100 fois, ça fait 50 ans que je le dis, un mort est un mort. Un bébé supplicié est un bébé supplicié. Moi, je ne choisis pas entre les morts. Vous voyez, je ne choisis pas. Bien sûr. Par parenthèse, hier, je voyais à Londres, à Paris, des manifestations nombreuses en soutien au Hamas. Où est-ce qu'ils étaient? Eux choisissent leur mort. Où est-ce qu'ils étaient? Soutien. Quand ce sont les Palestiniens... Attendez, quand ce sont les Palestiniens qui s'entretuaient, quand c'est Bachar al-Assad qui tuait 400 000 de ses concitoyens, il n'y avait pas ces manifestations place de la République. Où est-ce qu'ils étaient il y a 30 ans quand des musulmans d'Europe, les Bosniaques, étaient massacrés par dizaines de milliers, 100 000 morts à Sarajevo? J'organisais des manifestations à Paris, on était 15, on était 20. Alors, le vrai 2 poids et 2 mesures, ceux qui choisissent vraiment leur mort, c'est ceux qui décident de descendre dans les rues uniquement quand c'est les Palestiniens, et encore, quand ce sont les Palestiniens face à Israël. On reviendra en deuxième partie d'émission justement sur ces manifestations. Je vous le dis comme j'y pense. Absolument. Juste votre regard, vous, Bernard-Henri Lévy, quant à la tournée diplomatique au Proche-Orient du président de la République française. La voix de la France pèse-t-elle encore un peu quand vous l'entendez dire qu'une intervention massive qui met en danger les civils est une erreur pour Israël également? Que vous inspirent les mots du président Emmanuel Macron? Le président a dit une chose qui m'a semblé juste et forte, c'est l'idée de reconstituer contre le Hamas le type de coalition qui avait été mise sur pied contre Daesh. Sa proposition qui a d'ailleurs suscité quelques réactions parfois dubitatives, une coalition internationale contre le terrorisme. Cette proposition était juste parce que, ou bien on pense que le Hamas et Daesh, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, ce qui est mon avis, ou bien on ne pense pas. Si on le pense, on devrait faire en sorte qu'Israël ne soit pas seul, qu'Israël soit accompagné par les alliés traditionnels de la démocratie et des libertés. Et ça, c'est ce qu'a dit Macron, et ça, c'était profondément juste. Ils ont demandé aussi, Emmanuel Macron comme Biden, Biden a demandé à ce qu'Israël ne commette pas les mêmes erreurs qu'avaient commises les Américains après le 11 septembre. Autrement dit, il a essayé de retenir sa main. Macron, pareil. Vous pensez que ça a une chance d'être entendu ou pas? Je ne suis pas stratège, je ne suis pas tacticien. J'en sais rien. Il me semble, en effet, que retenir sa main, c'est toujours bien dans une guerre. Frapper de manière discriminée et ciblée, c'est toujours juste, autant que faire se peut. C'est une évidence. Mais je crois que personne... J'ai j'étais, vous l'avez rappelé, en Israël.
dès les premiers jours de cette tragédie, c'est-à-dire au lendemain du 7 octobre. J'ai rencontré des officiers supérieurs de Tsahal. J'ai rencontré des réservistes et des soldats qui commençaient d'affluer vers la bande de Gaza. Tous avaient deux idées en tête, deux hantises. Un, libérer les otages, faire revenir les otages à la maison. Et on va y revenir, en effet. Oui. Bah oui, j'aimerais qu'on y revienne plus souvent, parce que là encore, dans les manifestations pro-palestiniennes, j'entends pas beaucoup parler du retour des otages. Et ils avaient une deuxième hantise, c'est évidemment de ne pas insulter l'avenir, de ne pas insulter l'esprit d'humanité et d'humanisme qui habite Israël comme la France, qui est aussi une grande démocratie. Donc évidemment que les Israéliens ont ça en tête. Autrement dit, on a raison de leur dire, mais ils n'ont pas besoin de nous pour l'entendre. Ils n'ont pas besoin... Ben non, et qu'est-ce que je vous dis ? Non, non. Bernard-Henri Lévy, on aimerait juste s'arrêter un moment avant de venir à la situation précise de ces otages, près de 230 selon les Israéliens, à ce qui s'est passé vendredi soir au Conseil de sécurité de l'ONU et cette résolution avec vous, François. On en est à la 3e tentative de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une première lancée par la Russie, évidemment échec, parce qu'on ne parlait précisément pas des massacres du 7 octobre. Une deuxième à l'initiative des États-Unis, échec, parce qu'on n'y parlait pas précisément de tout ce contexte dans lequel les Israéliens et les Palestiniens se débattaient, comme si ça arrivait un peu de nulle part. Et une troisième à l'initiative des Brésiliens, qui dit l'heure est à l'humanitaire et il faut absolument qu'on crée les conditions de venir au secours de la population gazaoui. La France vote pour, alors que cette résolution ne mentionne pas le droit d'Israël à se défendre et les massacres du 7 octobre. Ça vous donne pas le tournis ? À la fois de voir qu'on est capable de changer de position en fonction des textes, mais aussi, tout simplement, de voir que ce Conseil de sécurité, qui décide de la paix et de la guerre dans le monde, est incapable de s'entendre. Moi, ce qui me donne vraiment le tournis, c'est pas ça. Vous savez, en fin 2016 et début 2017, j'ai réalisé un film pour Arte qui s'appelait La bataille de Mossoul. J'ai couvert sur le terrain, avec quelques camarades français, j'ai couvert la libération de Mossoul. J'ai pas souvenir qu'à l'époque, on ait dit « l'heure est à l'humanitaire ». La coalition, c'est-à-dire les Américains, les Français, tous ceux qui avaient été frappés dans leur chair par les attentats à Paris et ailleurs, disaient « l'urgence, c'est de décapiter Daesh. L'urgence, c'est d'en finir avec le califat islamiste à Mossoul et à Raqqa ». On ne disait pas l'urgence est à l'humanitaire. On est allé, et par parenthèse, il y a eu à Mossoul, et ça j'en ai été le témoin, je les ai filmés, une quantité de destruction et une quantité de morts civiles, je n'ai plus le chiffre en tête, mais qui passe l'imagination est bien supérieure à ce que l'on voit pour l'instant à Gaza. Mais personne à l'époque ne s'en est ému. Personne n'a dit à la coalition internationale, personne n'a dit aux Kurdes d'abord, qui allaient jusqu'à Bashika, personne n'a dit à la division d'or irakienne, attendez, droit humanitaire, cessez le feu, laissez Daesh se reconstituer, laissez-les fuir. Tout le monde était d'accord pour penser qu'il y a des moments horribles dans l'histoire de l'humanité, il y a des moments tragiques où il y a une urgence, c'est d'en finir avec un parti, avec un gouvernement qui n'est capable que de semer la barbarie et l'horreur partout. Mais que dit ce qui s'est passé vendredi soir, finalement ? Des alliés qui aussi ne sont plus sur la même ligne, Israël qui parle d'infamie quant à cette résolution. Qu'est-ce que cela dit, raconte finalement de ce qui est en train de se passer ? Ce que cela dit d'abord et ce que cela raconte, c'est que, hélas, le beau rêve de l'ONU, des Nations Unies, ce rêve rooseveltien né sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, hélas, je crois qu'il est bien mal en point, sinon mort. Et les Nations Unies se sont si souvent déshonorées dans les 30 dernières années que d'abord on ne peut pas compter les fois et qu'elles ont perdu aujourd'hui tout crédit. L'épisode le plus récent était la guerre contre l'Ukraine, où les Nations Unies n'ont pas été capables d'imposer des résolutions fermes condamnant une agression fasciste et terroriste de l'État russe. Donc ça m'inspire ça. Ça m'inspire hélas que comme la Société des Nations
avant elle, l'Organisation des Nations Unies est probablement un grand cadavre à la renverse. Elle est à refonder. Les Nations Unies ont perdu tout crédit. Momou, très fort, entendu sur ce plateau. Elles ont perdu tout crédit. Son secrétaire général a perdu tout crédit aussi. Et bien sûr que c'est un des éléments de la conjoncture d'aujourd'hui. Il n'y a pas de parole internationale forte. Ça, c'était le rêve, en effet. C'était le rêve. Après la défaite du nazisme, on a rêvé de cela, une voix internationale qui s'exprime. Mais qui, selon vous, ne s'exprime plus du tout. Eh bien non. On y revient dans un instant. Et aussi savoir si le Premier ministre israélien savait ce qui allait se dérouler le 7 octobre. Son chef de l'opposition le met en cause ce matin encore très violemment. Restez avec nous. Juste après la pause, on se retrouve avec notre grand témoin Bernard-Henri Lévy. À tout de suite. En Israël, le pays se dit aujourd'hui en guerre. On parle de 5000 tirs de roquettes. On a vu énormément d'habitants fuir cette ville. Des dizaines de personnes ont été kidnappées. On entend le dôme de fer qui se met en action. Il n'y a plus un seul son dans Tel Aviv. Le traumatisme est historique. Il y aurait des infiltrations qui viendraient du nord d'Israël. Le Hamas veut attirer Israël dans un piège. On peut appeler ça le chaos. Nous, on appelle ça la vie. Continuez à profiter de la vie. On sera toujours là pour ranger. Ikea. Pour l'indépendance énergétique de la France, nous accélérons le développement des gaz renouvelables et de l'hydrogène. GRT Gaz, nous transportons le gaz et connectons les énergies d'avenir. Avec son design irrésistible, sa version 100% électrique et son Peugeot e-Cockpit, la 208 a tout pour plaire, même à un futur beau-père. En ce moment, la i208 100% électrique est à partir de 130 € par mois seulement, pour que l'électrique profite à tous. Pour aider les autres quand vous ne serez plus là, pensez à faire un leg. Fondation de France, la fondation de toutes les causes. Renseignez-vous au 01 84 79 78 77 ou sur fondationdefrance.org. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Mais le plus simple, c'est quand même de venir vérifier en magasin. Leclerc. Vous connaissez sans doute Vistaprint pour ses cartes de visite. Mais saviez-vous qu'on imprime aussi ça ? Et ça ? Et ce menu ? Et ça ? Oui, bien sûr. On peut même vous aider à créer votre design. Alors, n'oubliez pas, avec Vistaprint, les possibilités sont infinies. Tout s'imprime sur vistaprint.fr et le service client de l'année 2023. Avec ce petit bijou, je peux monter jusqu'à 20 gigawatts. Bon après, ça tombe où ça tombe. Mais bon, 20 gigawatts quoi. À ce prix-là... On va réfléchir. Comparez les offres de gaz et d'électricité pour votre entreprise avec Opéra Énergie, expert de la mise en concurrence. Monsieur Zeus. Amazon a pris en charge les frais de ma formation, ce qui m'a permis d'évoluer professionnellement et sur un plan personnel aussi. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Grand Frais, c'est des producteurs qu'on aime autant que leurs produits. Un peu trop peut-être. Ce que vous voyez, c'est l'entretien essentiel d'un moteur, perfectionné dans des environnements de formation virtuelle.
Voilà comment les mécaniciens de Lufthansa Technik utilisent le métaverse aujourd'hui. Découvrez le design norvégien et l'innovation des fauteuils, des canapés et des chaises très confortables Stressless. En ce moment, Stressless vous offre moins 20% sur une sélection de fauteuils. Ce sont les bons restos qui font les bons quartiers. Et nous, Deliveroo, on connaît les meilleures adresses. Retrouvez vos restos de quartier préférés sur notre app. Deliveroo, toutes les adresses à votre porte. Avec la monnaie de Paris, il va y avoir du sport. Retrouvez 9 sports olympiques et paralympiques gravés sur nos nouvelles pièces de 10 € argent. Une collection Paris 2024 inédite à retrouver sur monnaiedeparis.fr et à la Poste. On y va pour la visite? Ça va? Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Century 21. Retour dans l'événement du dimanche LCI avec notre invité, grand témoin, Bernard-Henri Lévy. Je le disais avant la coupure, les lourdes accusations du chef de l'opposition à l'encontre de Benyamin Netanyahou, l'ancien Premier ministre, actuel chef donc de l'opposition, assure que contrairement à ce qu'affirme le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, eh bien, il disposait d'informations relatives à l'attaque du Hamas qui se préparait le 7 octobre dernier. On l'écoute et on vous interroge ensuite. Tous les chefs des forces de défense, Tsahal, les RG, la police, les services de renseignement, ont averti le gouvernement et le cabinet d'un embrasement violent. Mais les ministres ont ignoré coup sur coup les recommandations des forces de défense à agir de façon prudente et responsable. Bernard-Henri Lévy, dans ce que dit Yair Lapid, il y a deux choses. Il y a à la fois Netanyahou savait, mais il y a aussi l'idée, c'est est-ce que Netanyahou peut continuer à diriger cette guerre alors que dans l'opinion publique israélienne, il y a maintenant un tel ressentiment face à lui, mais aussi face à la guerre, qu'il devrait mieux partir. D'abord, pour ce qui concerne les très graves accusations du chef de l'opposition, elles sont peut-être justifiées, on va voir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura après la guerre des commissions d'enquête, des mises en jugement et la preuve, une fois de plus, s'il en était besoin, qu'Israël est une vraie et grande démocratie. Tout ça sera sur la table. On saura tout. Et les chefs de renseignement et les généraux, tout le monde dira ce qu'il sait et on aura la vérité. C'est la première chose. Netanyahou le dit d'ailleurs hier, je me permets, il y a eu une énorme faille, nous allons l'examiner, je vous le promets. Promet sa population, il devra rendre des comptes. Je crois qu'il y a unanimité en Israël aujourd'hui, y compris chez l'éventuel coupable de graves défaillances dans le système de sécurité, pour dire que tout ça doit être examiné, éclairci et jugé. Voilà, il sera temps de le faire dans quelques semaines, ou dans quelques jours, ou dans quelques mois, j'espère que non, lorsque cette guerre sera terminée. Est-ce que Netanyahou peut diriger cette guerre dans la situation que vous décrivez? Je ne sais pas. L'impression que j'ai, après Pardon, d'autant que ça n'est pas un gouvernement d'union nationale totale. C'est un gouvernement resserré, certes, avec l'apport de Benny Gantz, qui représente une part importante, mais il reste encore dans l'opposition, le Parti travailliste, Yesh Atid et d'autres. Benny Gantz, c'est pas n'importe qui. D'abord, c'est une composante importante de l'opposition, et c'est un ancien chef d'état-major de Tsahal, immensément respecté par ses pairs, par les généraux, et par les appareils de sécurité. Donc, c'est peut-être pas une union nationale, mais enfin, c'est quelque chose qui y ressemble. Moi, mon impression, après ce séjour en Israël, au lendemain du pogrom massif, c'est qu'il y a les deux. Il y a un grand ressentiment vis-à-vis de Netanyahou, et il y a aussi l'idée que ça fait partie des moments où il faut resserrer les rangs, quitte à régler les comptes après. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il emportera. Est-ce que les interrogations porteront sur une question aussi délicate que la colonisation, par exemple? Attendez, j'espère que lorsque cette commission d'enquête sera en place, on parlera vraiment de ce qui s'est passé là. Parce que c'est des accusations gravissimes. Est-ce que le gouvernement savait? Est-ce qu'il a décidé d'ignorer? Est-ce qu'il a manqué de jugement? C'est ça la question. Ce qu'on appelle la colonisation... C'est quand même aussi une question délicate.
Je ne vous dis pas que ce n'est pas une question délicate, mais ce n'est pas ça qui est à l'origine de ce qui s'est passé le 7 octobre, ni de ce qui se passe depuis. Il n'y a aucun lien entre ce que vous appelez la colonisation et le déclenchement du massacre par le Hamas dans les kibboutz frontaliers de Gaza. Il n'y a aucun lien. Ça n'a rien à voir. Oui, mais il y a un lien sur le fait qu'a été positionnée une bonne partie des troupes à la demande de l'extrême droite israélienne, là où, auprès des colonies, et pas là auprès de Hamas. On ne va pas faire de la politique fiction, mais je pense, hélas, que compte tenu du degré de préparation de cette opération militaire du Hamas, son degré de sophistication, qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait tout seuls, qu'ils ont fait avec l'aide de l'Iran, du Hezbollah, peut-être d'autres, il y aurait eu 10 000 soldats de Tsahal en plus à la frontière de Gaza. Je pense que ça n'aurait rien changé. La colère de la population israélienne qui s'exprime aussi quant à la question des otages. Beaucoup de manifestations d'ampleur. Hier, le Premier ministre, une nouvelle fois, les a reçus, ces familles d'otages. La colère monte dans la population et il est question, une proposition d'un échange. C'est en tout cas les dirigeants du Hamas qui le proposent. François. Non seulement les dirigeants du Hamas, mais même le ministre des Affaires étrangères iranien lui-même à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, comme si c'était totalement assumé de pouvoir procéder à cet échange. L'idée est de se dire qu'il y a entre 6 et 10 000 prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes, en fonction de ceux qui ont été arrêtés précisément depuis le 7 octobre, et ces 220, 230 otages dans la bande de Gaza. D'abord, est-ce que c'est concevable, moral, de se dire on échange 220 vies contre entre 6 et 10 000 prisonniers, dont beaucoup sont précisément des gens qui sont soupçonnés ou accusés de terrorisme ou condamnés pour terrorisme. Et deuxièmement, en admettant que ça se fasse, est-ce que ça peut mettre fin à ce qui se passe en ce moment à Gaza ? La question des otages, elle est décisive, essentielle, prioritaire. Et je suis sidéré de voir qu'elle n'est pas en tête de l'agenda des manifestants, des puissances, des chancelleries et de l'ONU. C'est la première chose que l'on devrait demander. 229 selon les autorités israéliennes. Enfants, femmes, vieillards qui ont été pris dans leur lit, qui ont été emmenés dans des conditions humiliantes, des femmes qui ont été violées, qui ont été outragées, qui ont été promenées nues dans les rues de Gaza avant d'être emmenées dans les tunnels. La première chose, la première exigence que nous devrions tous avoir, c'est libération des otages. 2, libération inconditionnelle des otages. Ça, c'est pas le droit de la guerre. Ça, c'est même pas le droit humanitaire. C'est pas les conventions de Genève, article 9. C'est un crime contre l'humanité. Prendre 230 ou 239 civils dans ces conditions-là comme des butins de guerre, comme des proies. Donc cette libération des otages, elle doit être inconditionnelle. Et je ne crois pas qu'elle doit être négociée avec le chef des assassins, qui est l'Iranien dont vous parlez, qui vient en effet d'annoncer cela hier soir. Le soldat Gilad Shalit, franco-israélien, avait été libéré en échange de 1026 prisonniers palestiniens. Autrement dit, pour les autorités israéliennes de l'époque, il n'y avait pas de question, j'allais dire, aussi, comme vous la décrivez, c'est-à-dire... Parce que ce n'était pas le Hamas d'aujourd'hui. Ou en tout cas, on pensait l'analyse israélienne, l'analyse occidentale, l'analyse de la plupart des chancelleries était à l'époque que le Hamas était l'aile, en effet, palestinienne des frères musulmans, mais qu'elle était plutôt versée vers l'aide humanitaire, l'organisation de la société civile. On n'imaginait pas à l'époque, ou en tout cas peu l'imaginer, que le Hamas puisse être cette organisation terroriste dont on a vu l'atrocité. Donc, à l'époque, on pouvait imaginer, ils dirigeaient de fait la bande de Gaza, ils étaient les patrons de ce proto-État, on pouvait imaginer une négociation. Je pense que le prix a été cher. Ça, puisque vous dites que leur vie à ces 229 otages est si importante, pourquoi procéder à une intervention terrestre qui pourrait remettre leur vie en cause ? Écoutez, elle est importante pour tout le monde, pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont épris de démocratie, mais je crois qu'elle est également importante pour les salopards qui se tiennent à Doha ou à Istanbul et dont c'est l'assurance vie. L'assurance vie de monsieur Ismaël Haniyeh et des autres, c'est la vie de ces otages. Donc je ne veux pas faire je ne veux pas spéculer là-dessus. C'est trop grave et c'est trop douloureux.
Mais enfin, je crois qu'elle est importante pour tous, y compris pour eux. La semaine dernière, 2 Américaines étaient libérées. On a appris que le Qatar avait joué un rôle vraisemblablement déterminant sur ce point, Nicolas. Oui, est-ce que vraiment c'est le Qatar qui est la clé? Et est-ce que cela, si c'est vrai, implique qu'on modère les critiques à son encontre, notamment sur la fiscalité dont il bénéficie en France ou des choses comme ça? Bon. Attendez, il n'est pas question de fiscalité aujourd'hui, il n'est pas question du fait qu'ils rachètent des hôtels particuliers. La question, c'est libérer les otages. 1. 2. Libérer les Palestiniens de Gaza. Les libérer de cette férule, de cette tutelle, de cette botte du Hamas. Et donc le 3, Qatar empêcher que ne se reproduise demain, dans 6 mois, dans 1 an, le 7 octobre. C'est pas la fiscalité avantageuse. Mais est-ce que le Qatar a la clé, alors, selon vous, ou pas? Je crois qu'il y a plusieurs clés. Peut-on négocier avec tout le monde, finalement? Peut-on négocier et se servir de n'importe quel intermédiaire aujourd'hui? N'importe quel intermédiaire, sûrement pas. Mais en effet, des États ennemis, je pense que le Qatar est un État ennemi, la Turquie, qui a probablement une des clés, dont nous savons, dont nous sommes quelques-uns à savoir depuis longtemps que c'est un ennemi, qu'elle n'a pas sa place, la Turquie, ni en Europe, ni dans l'OTAN. Enfin, c'est un État. Oui, si la Turquie peut jouer un rôle dans la libération des otages, pourquoi pas, bien sûr. C'est une priorité. C'est une priorité. Sur la Turquie, justement, les propos d'Erdogan interpellent. Il est allé très loin, François, sur le sujet. Oui, c'est dans l'un de ses discours, donc pour le 100e anniversaire de la Turquie, il a fait cette comparaison avec les guerres d'antan, en disant aux Occidentaux, voulez-vous ranimer la croisade du croissant contre la croix? C'est dans sa mentalité de dirigeant de l'AKP, d'un parti islamiste, c'est évidemment quelque chose de récurrent chez lui. Mais c'est quand même un être incroyablement versatile, qui en est à sa 5e ou 6e réconciliation avec Israël avant de la remettre en cause un peu plus tard. Comment vous appréciez cette capacité d'agilité d'Erdogan, qui est un coup avec les Occidentaux, un coup contre, un coup avec les Russes, un coup contre, un coup avec Israël, un coup avec le Hamas? Je ne crois pas qu'il soit versatile. Il est habile. Sans scrupule, cynique, ça c'est sûr. Mais c'est pas versatile. Il a une épine dorsale, il a une idéologie, et ceux qui connaissent un peu la Turquie, qui ont un peu étudié le dossier, la connaissent, ça s'appelle le pantouranisme. Et ça s'appelle l'espoir de voir renaître l'empire ottoman d'autrefois. C'est ça le projet d'Erdogan. Et le sujet, c'est pas que l'Occident ranime la croisade contre le croissant. Le problème pour lui, c'est que le croissant, depuis longtemps, depuis 10, 15 ans, songe et tente par tous les moyens de ranimer la croisade contre la démocratie chez lui et contre les démocraties à l'extérieur. Erdogan, depuis une quinzaine d'années, a déclaré la guerre aux valeurs démocratiques. Et encore une fois, pas seulement à l'Occident, parce que des démocrates, il y en a aussi chez lui, il y en a aussi en Turquie, il y en a au Kurdistan. Autrement dit, vous pensez que quand il fait livrer des drones à l'Ukraine pour qu'elle se libère de l'emprise russe, c'est quoi? C'est par calcul tactique? Je pense que c'était probablement par calcul tactique, c'était probablement dans un jeu de bras de fer compliqué avec Poutine, mais je pense depuis longtemps, j'ai écrit un livre il y a quelques années là-dessus, que l'alliance fondamentale d'Erdogan, elle est avec Poutine, elle est avec les ayatollahs iraniens, elle est avec les Chinois qui, au moment de la crise de la monnaie turque, il y a 5 étés, sont venus à sa rescousse, ainsi que le Qatar. C'est ça l'alliance fondamentale d'Erdogan. Alors après, comme il n'est pas né de la dernière pluie, comme c'est pas le plus mauvais des politiciens, j'imagine, bien sûr qu'il joue un jeu complexe, mais la ligne directrice, c'est ça. C'est la négation du génocide arménien, c'est la haine des Kurdes, c'est l'emprisonnement des journalistes et c'est la résurrection de l'Empire ottoman. C'est ça qu'il a dans la tête. De même que les ayatollahs iraniens ont dans la tête la résurrection d'un empire iranien, de même que ce que Poutine a dans la tête, c'est la résurrection de la Grande Russie ou d'un empire eurasien, de même que les Chinois, avec leur route de la soie, dont on a encore eu des nouvelles ces dernières heures, ont un rêve, c'est de renouer avec leur passé impérial, et de même que Daesh ou le Hamas
ont également ce rêve d'une espèce d'oumma dominante qui reconstituerait ce qu'ils croient être la grandeur de leurs illustres aînés. À ce stade de l'émission, Bernard-Henri Lévy, nous aimerions vous interroger sur ce risque d'importation du conflit du Proche-Orient en France, en Europe. Déjà, est-ce que l'importation pour vous est déjà une réalité quand on sait que les actes antisémites se multiplient, près de 800 en 21 jours. Une image aussi qui nous a interpellés, publiée dans la Tribune dimanche, dans un stade de Carcassonne. Sur ses façades est écrit « Tuer les Juifs est un devoir », parmi tant d'autres actes antisémites ces derniers jours. Pour vous, est-ce que cette importation déjà est une réalité ? La montée de l'antisémitisme en France, c'est une réalité, hélas. Ce graffiti de Carcassonne, mes copains, des jeunes juifs qui n'osent plus mettre leur kippa ou qui mettent une casquette dessus pour pas qu'on les moleste dans la rue, les lieux de culte ou les lieux d'éducation juive qui doivent être gardés par des forces policières nombreuses, l'antisémitisme est là. Il est de retour avec une violence et un degré de haine terrible. Et moi, ce qui me navre, c'est que je n'entends pas beaucoup de voix pour s'élever contre cela. Ni en France, ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis. Trop de silence. Trop de silence. Quand on voit des petits cons et des petits salauds qui arrachent la photo des otages israéliens, des murs où elles sont placardées, il y a là quelque chose de révoltant. Personne, à ma connaissance, je vois ça dans les journaux, je vois ça sur les réseaux, je ne vois pas de soulèvement de gens disant que cela ne doit pas se faire en leur nom. 1, montée de l'antisémitisme, et 2, trop grande indifférence, à mes yeux, face à cette montée. Une crainte aussi, Nicolas, des Juifs de France, et ce sondage qui nous a interpellés. Oui, parce que 75% des Français redoutent, 72, craignent une attaque similaire à celle du 7 octobre dans l'Hexagone. Faut dire aussi que au ministère de l'Intérieur, on redoute aussi ce type d'attaque. Et vous-même, vous craignez que la situation s'envenime encore davantage ? Je n'en sais rien, Nicolas Domenech. Comment le saurais-je ? Je sais, j'ai en mémoire le Bataclan, j'ai en mémoire l'hypercachère, j'ai en mémoire Madame Halimi, Ilhad Halimi, j'ai en mémoire tout ça. Donc, bien sûr qu'il y a aujourd'hui des islamistes radicaux, c'est-à-dire des fascistes qui fomentent certainement des crimes de ce genre. Oui. Il faut prier pour que la police républicaine soit à la hauteur de ce défi. Il semble qu'elle le soit. Mais j'imagine, bien sûr, que tout ça est dans la tête de cet international du pire qui a aussi ses représentants en France. Pour vous, juste rapidement, les manifestations pro-palestiniennes qui ont été organisées, certains ont été autorisés, d'autres interdites, comme celle d'hier à Paris, qui a malgré tout réuni quelques milliers de personnes. Ce n'est pas possible. Il faudrait les interdire à chaque fois. Le cas par cas n'est pas possible. Vous n'estimez pas qu'il y a aujourd'hui dans ces foules des pro-palestiniens, des Palestiniens sincèrement émus par ce qu'il se passe dans la bande de Gaza ? S'ils étaient sincères, déjà, il n'y aurait pas de drapeau du Hamas. Parce que le plus grand ennemi, celui qui les retient en otage, celui qui les garde sous les bombes des Palestiniens, c'est le Hamas. Et l'ennemi le plus ancien. Donc déjà, je les trouverais sincères s'ils ne défilaient pas derrière des drapeaux du Hamas. Et deuxièmement, je vous l'ai dit en début d'émission, je les trouverais sincères si je les avais vus avoir témoigné de la même émotion et de la même indignation quand il y avait des centaines de milliers de morts en Syrie, quand il y avait des centaines de milliers de morts en Tchétchénie musulmane, pour les plus anciens, pour les plus âgés d'entre eux. Et je ne parle pas du Darfour, et je ne parle pas de tant d'autres théâtres où en effet les musulmans et les arabo-musulmans ont été massacrés, mais où ça leur a fait ni chaud ni froid, parce qu'il n'y avait pas Israël sur lequel ils pouvaient taper du même coup. Donc le jour où ils prendront conscience de ce 2 poids et 2 mesures, ils manifestent pour les Palestiniens quand c'est Israël, ils ne manifestent pas pour n'importe quel autre peuple arabe ou musulman quand il n'y a pas Israël, tant qu'ils ne prendront pas en compte ce 2 poids et 2 mesures,
en effet, je les jugerai insincères. 12h48, tout de suite, c'est le droit de suite de Nicolas Domenech. On incrimine beaucoup Jean-Luc Mélenchon en lui faisant porter une bonne partie de la responsabilité de la dégradation du climat en France. Vous avez connu Jean-Luc Mélenchon comme moi, après avoir été trotskiste, il a été social-démocrate, ministre de Lionel Jospin, universaliste, et puis ça a évolué. Vous avez dénoncé à un moment son populisme. Une photo qui date, là. Hein. Pardon ? Une photo qui date, justement. Oui, c'était l'époque où il était ministre, de Lionel Jospin, ministre à l'enseignement professionnel. Mais vous ne le mettiez pas en cause pour antisémitisme. Or, récemment, le CRIF lui a reproché, je cite, un antisémitisme électoraliste. Et vous, est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'est ce poison dont il est porteur, ou au fond, c'est l'anti-impérialisme américain qui toujours l'agite de manière excessive ? Non, je ne crois pas. Je crois malheureusement que le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui n'est pas celui que j'ai connu autrefois, à l'époque où nous étions tous deux parmi les parrains d'SOS Racisme, lequel SOS Racisme disait « touche pas à mon pote juif, touche pas à mon pote arabe, touche pas à mon pote étranger ». Là, à l'époque, on était ensemble, bras dessus, bras dessous, dans certains cortèges. C'est pas le même aujourd'hui. Et lorsque j'entends ces attaques contre le CRIF, lorsque je vois son obstination à qualifier de mouvement de résistance ou de libération nationale l'organisation terroriste qu'est le Hamas, bien sûr qu'il y a dans cela de l'antisémitisme. Et alors, quel choix faites-vous quand on vous demande, ce qu'on demande à beaucoup, de choisir entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ? Je refuse ce choix. Et je ne répondrai jamais à cette question parce que je ne peux pas imaginer que la France du général de Gaulle, de François Mitterrand, de Jacques Chirac, je ne peux pas imaginer qu'elle soit réduite à ce choix-là. C'est pas ça la France. Et il faut, là encore, c'est un piège. Il ne faut pas nous installer les uns et les autres, cher Nicolas Domenech, dans cette alternative-là. Voilà, c'est pas ça le sujet. Bernard-Henri Lévy, nous arrivons à la fin de cette émission et parce qu'il n'est pas interdit de sourire et d'être léger un tout petit peu, j'aimerais juste avoir votre avis, vous, qui êtes à la une du nouvel album de Astérix et Obélix, Iris Blanc. Oui, les dessinateurs se sont inspirés de vous et de certains Dominique de Villepin pour en faire leur nouveau héros. Tullius Vici Vertus, est-ce que c'est une consécration ? On ressent un petit air, je vous vois sourire, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voulez la vérité ? Absolument. En effet, d'après ce que j'ai compris, j'aurais inspiré le méchant d'Astérix. Absolument, oui, il n'est pas très gentil dans cet album, en effet. Donc ça a fait de la peine à quelques très proches. Mais moi, ça m'a fait, pour l'instant, j'ai pas vu l'album, mais ça m'a fait plutôt sourire et même rire. Consécration après toutes ces années sur le devant de la scène. Contrairement aux apparences, j'ai aussi le sens de l'humour. Je suis assez fan d'Astérix, je l'ai été en tout cas, et donc ça m'a plutôt beaucoup amusé. Mais j'ai pas vu l'album. Mais ça fait de la peine à mes proches. Mais ça vous met en joie malgré tout. Donc on terminera sur ces mots. Merci infiniment Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous ce dimanche. Tout de suite, LCI Midi continue avec Florence O'Kelly, toujours à la une évidemment. La guerre au Proche-Orient, cette guerre déclarée entre Israël et le Hamas et ses suites. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain. À très vite.